août, Clémenceau élève Ferdinand Foch au titre de maréchal. Le lendemain, celui-ci lance une offensive alliée de grande envergure entre Albert et Montdidier. 24 000 soldats allemands se rendent. Privés de réserves suffisantes et confrontés à des soucis logistiques, l'armée allemande essuie une sévère débâcle. La défaite est inéluctable et n'est plus qu'une question de temps. La capitulation de la Bulgarie, puis le démantèlement de l'Autriche-Hongrie précipitent la fin de la guerre, d'autant que l'état-major allemand souhaite absolument éviter la capitulation en rase campagne de l'armée. Le 5 novembre, le président des États-Unis, Thomas Woodrow Wilson, indique au gouvernement allemand que le maréchal Foch est désigné pour représenter les Alliés quant à l'éventualité d'un armistice. Le 8 novembre, en forêt de Compiègne, près de Rotonde, l'Allemand Matthias Erzberger se présente face à l'intraitable Foch. Le 11 novembre, à 5h12 du matin, l'armistice est signé dans un ancien wagon de Napoléon III. Selon ses propos, ce voyage à Compiègne fut pour Erzberger un véritable calvaire. Ce jour-là, à Beauvais, la liesse est générale. Les barreaux aux fenêtres, les cloches sonnent à la volée. Les soldats français et alliés entonnent le chant du départ. Les tentatives de rapprochement des ministres des Affaires étrangères franco-allemands, Briand et de Stresemann, à Locarno en 1925, sont hypothéquées par la Seconde Guerre mondiale. Signé par les deux chefs d'État, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le 22 janvier 1963, le traité de l'Élysée scelle la réconciliation franco-allemande en incitant les chefs d'État et les ministres des Affaires étrangères à se réunir respectivement au moins 2 et 4 fois par an. Chargé de renouer et resserrer les liens entre les jeunesses des deux pays, l'Office franco-allemand de la jeunesse a permis à plus de 8 millions de Français et d'Allemands de se rencontrer. Il favorise l'enseignement de l'allemand par le biais des classes européennes et des sections Abibac. Aujourd'hui, plus de 2500 jumelages entre des villes et collectivités territoriales des deux pays sont recensés. Tel Beauvais avec Witten, afin d'entretenir à jamais auprès de la jeunesse la paix entre nos deux peuples. Afin d'entretenir à jamais auprès de la jeunesse la paix entre nos deux peuples. Mesdames, Messieurs, des élèves de la section Euro du lycée Félix Faure vont vous présenter un article de presse du Tübingen Zeitung. Il a été découvert aux archives de Tübingen, en Allemagne, et relate, du côté allemand, la remise du haut commandement au général Foch. Unter dem Druck der Tatsachen hat England seinen offenen und versteckten Widerstand aufgegeben und in die Ernennung des General Foch zum Oberbefehlshaber der Verbundsheer an der Westfront fliegen müssen. Soumise à la pression des événements, l'Angleterre a dû renoncer à toute résistance, qu'elle soit dissimulée ou visible, et accepter la nomination du général Foch en tant que commandant en chef des armées alliées sur le front de l'Ouest. Dans le cadre de notre projet labellisé par le Comité national du centenaire de la Première Guerre mondiale, les élèves de seconde 13 du lycée Félix Faure ont pu consulter les registres et matricules de soldats morts pour la France. Lycéens du XXIe siècle, nous nous sommes adressés au travers de lettres fictives à ces héros qui jadis se sont battus pour la France, afin d'exprimer notre reconnaissance et notre respect. En voici quelques fragments. Lettre de Camille à Louis. À 24 ans, la vie vous ouvrit les bras. Mais voilà que la guerre arriva. Tous vos rêves, votre carrière, votre vie, tout réduit en cendres et remplacé par le cauchemar des combats et la peur de mourir. Lettre de Farida à Gabriel. La difficulté de ce combat, les conditions parfois très précaires, l'éloignement de vos proches et parfois même leur perte. Ce sont tous ces aspects qui font de vous un héros à mes yeux. Lettre de Xavier à Jules. Mais, après avoir lu et vu de nombreux documents sur la Première Guerre mondiale, je suis sûr de ne pas me rendre assez bien compte des conditions de vie et de la difficulté de rester en vie dans les tranchées. La boue, la pourriture, les cadavres, l'humidité, les poux et bien d'autres choses encore formaient une combinaison d'éléments invivables auxquels vous avez résisté. Lettre de Manon à Julien.
Ton registre m'a glacé. Toutes ces informations écrites de façon si banale, et je cite, « Mort pour la France », tamponné en rouge au milieu. J'ai eu le cœur si serré en voyant cela, un coup de tampon, une phrase, une vie s'arrête, et on tourne la page. Lettre de Léna à René. Nous n'oublions pas votre acte magnifique, qui nous enseigne à quel point conserver la paix est un devoir important pour les générations futures. Lettre de Colline à Jean-Paul. Avez-vous été remercié correctement? Non, évidemment. Vous n'avez pas eu le temps de vivre, alors comment auriez-vous eu le temps d'être remercié? Et dire qu'en Allemagne, cette guerre n'a presque pas marqué les esprits. Alors, c'est pour ça que je vous écris cette lettre. Bien sûr, je sais que vous êtes mort et que vous ne la lirez jamais, mais c'est ma manière à moi de vous remercier, de vous rendre hommage, et dire que nous venons du même village. Lettre de Tatiana à Louis. Mais malgré tout ça, tu n'es pas mort à la guerre. Tu as survécu à toutes tes blessures, du moins celles physiques, car celles morales, cela m'étonnerait fort qu'elles se soient envolées. Une vie entière gâchée. Tu n'as jamais été marié, tu n'as jamais eu de femme, d'enfant. C'est bien triste, toutes ces choses que tu n'as pas connues, à cause d'une horrible et meurtrière guerre. Lettre de Cassandre à Maurice. J'ai la chance de vivre et garder de toi le souvenir du courage, de la vie, de l'insouciance et de l'espoir. Lettre de Raphaël à Jules. Cette recherche m'a beaucoup intéressé et m'a ouvert les yeux sur le passé de mon pays, cette belle France, et de mon village. Notre devoir, en tant que futurs citoyens français et responsables, est de transmettre les valeurs de la République, de la démocratie que tu as si brillamment défendue. Tu resteras à jamais dans nos mémoires. Dans la mienne, c'est sûr. Adieu. Ce soir, nos pensées sont tournées vers les soldats qui se sont battus pour leur patrie, mais plus particulièrement vers l'amitié entre la France et l'Allemagne, qui, malgré les conflits passés, est devenue un exemple de paix pour le monde entier. C'est pourquoi Louane, Tatiana, Cassandre, Audeline, Louise et Yessa ont l'honneur de vous présenter une danse qu'ils ont intitulée « L'union malgré la mort ».
il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus en voyage de mémoire à Verdun en compagnie de nos correspondants allemands du lycée de Tübingen. Cela afin de nous souvenir ensemble des sacrifices de ceux qui ont connu l'enfer de Verdun et de marcher sur les pas de nos chefs d'État qui ont œuvré à construire une Europe unie et en paix. Ihr seid hier in einer Geweihenkammer, das heißt, ihr befindet euch an einem Ort, wo die Überreste der namenlosen französischen und deutschen Soldaten der Schlacht von Verdun für die Ewigkeit zusammen ruhen. Écoutez ce silence pénétrant, celui qui nous invite à imaginer le courage qu'il a fallu à ces hommes pour affronter l'enfer de Verdun. 300 jours et 300 nuits de combat, sans trêve, plus de 300 000 morts et disparus, 400 000 blessés français et allemands confondus. Vous êtes les gardiens de cette mémoire. Vous êtes les gardiens de cette mémoire parce que, aujourd'hui, vous êtes les témoins de ce qu'il s'est passé. Les poilus n'existant plus, c'est à vous qu'incombe la mission de raconter ce que vous avez appris à l'école et ce que vous avez compris aujourd'hui. J'aimerais que vous gardiez en tête que ce sont de véritables ossements, de véritables hommes morts pour leur pays, que ce soit la France ou l'Allemagne. Ce ne sont pas des os en plastique que vous allez voir. Hein. Donc vous pouvez les voir dans les vitres qui sont tout le long du bâtiment ici. Mai 1916. Wir sind ständig unter Feuer. Ein Gekrache und Gesause in der Luft. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das Schlimmste ist, wenn wir abgelöst werden. Das Rein oder Raus ist purer Horror. Manchmal halten uns regelrechte Leichenberge auf. Die meiste Zeit graben wir uns ein, verstecken uns, so gut es eben geht. So sieht das Heldentum im Jahre 1916 aus. 20. August 1916. Den ganzen Tag lagen wir in einem Granattrichter, der 50 Meter Durchmesser hatte. Einige Kameraden wurden im feindlichen Feuer regelrecht unterpflügt. Auch Piccolo und ich rechneten jeden Augenblick mit dem Tod. Nichts zu essen, kein Tropfen Wasser und dann dieser grässliche Leichengestank. 22. Oktober 1916. Heute sind an einem einzigen Tag 7000 Pferde auf dem Schlachtfeld verendet. Arme Kreaturen und schlimm, sie leiden zu sehen.